Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Le Front de résistance, qui regroupe plusieurs organisations, dont le FC25, le F24 ou Arsenu Élection, a appelé à une manifestation ce jour et comme vous pouvez le voir, ce rassemblement au terrain HLM Grand Yoff a vu la présence de plusieurs personnes. Elles exigent du président Macky Sall le respect de la Constitution. Une manifestation qui a fini en queue de poisson, on en parle en début de journal. Et puis les réactions se poursuivent après l'agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Le Premier ministre qui a réagi sur le sujet promet que l'acte ne restera pas impuni. Et les travailleurs municipaux de Rufisque exigent l'augmentation de leur salaire. Une promesse des autorités dont la matérialisation tarde toujours, ont-ils regretté. Ils étaient face à la presse ce samedi. Et puis la rubrique article de la semaine revient sur cette embarcation qui a coulé au large de Saint-Louis. Les chiffres officiels font état d'au moins 25 morts. Ceci se passe dans un contexte où le chef de l'État prend la ferme décision de quitter le pouvoir le 2 avril, date de la fin donc de son mandat. Vacances du pouvoir ou vide juridique si la présidentielle se tient après cette date. Les journaux en ont parlé cette semaine et El Hadj Malick Cissé nous fera le point. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Le premier rendez-vous du Front de résistance a été respecté par un grand nombre de Sénégalais. Il s'est tenu ce jour au terrain HLM Grand Yoff. Les manifestants ont invité le président Macky Sall à respecter la Constitution. Les détails de cette mobilisation avec Khadija Ndadjoufa. C'est dans la violence que le rassemblement du Front de résistance FIPRO s'est terminé ce samedi après-midi. Les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall se sont donné un spectacle au terrain de HLM Grand Yoff. Ils paient des gens pour qu'ils viennent nous attaquer. Nous ne sommes pas là pour des scènes de violence, mais ils nous poussent tout le temps à bout. Ils s'étaient pourtant réunis dans le but d'exiger le respect de la Constitution. C'est le souhait du professeur Daouda Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes là pour dire au président Macky Sall d'arrêter ce scénario qui est en train d'être mené. Nous sommes là pour dire au président Macky Sall qu'il n'a qu'un seul choix, organiser l'élection présidentielle pour qu'il puisse transmettre le pouvoir à son successeur et qu'il quitte le pays au plus tard le 2 avril. Nous sommes là donc au nom du peuple sénégalais, réunis comme un seul homme, mettre la pression sur lui devant le peuple sénégalais et devant les institutions internationales pour dire que l'ensemble des Sénégalais appuient la décision du Conseil constitutionnel qui a clairement dit que le président n'a autre possibilité que d'organiser une élection et de quitter le pays avant le 2. Cependant, le plan d'action du FDR ne s'arrête pas. Une autre manifestation sera organisée au niveau national ce 6 mars. Et le 6, on a une autre marche au niveau national. Donc où il y a un plan d'action, quotidiennement, il y aura des manifestations. Le FC25, le F24, le FDD et Arsenu Élection ont formé un front de résistance, mais celui-ci est finalement fragilisé par des affrontements entre les militants de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall ce samedi 2 mars. Et comme vous avez pu le voir, une manifestation qui s'est terminée sur une note plutôt négative ou en queue de poisson. L'agression contre Maïmouna Ndour Faye ne restera pas impunie. C'est la promesse du Premier ministre. Amadou Ba donc ajoute que toutes les dispositions vont être prises afin que la lumière soit faite et que les auteurs de cet acte soient arrêtés. Des propos qu'il a tenus lors d'un conseil interministériel dédié à la condition des femmes. Suivant ces précisions. Je tiens à exprimer personnellement toute ma solidarité et mon soutien à Maïmouna Ndour Faye, ainsi qu'à sa famille. Aucune femme ne devrait jamais craindre pour sa sécurité simplement en exerçant son métier ou en allant et venant de son lieu de travail. Cette agression est non seulement une atteinte à Maïmouna en tant qu'individu, mais aussi une attaque contre la liberté d'expression
et le droit des femmes à vivre sans crainte. En tant que Premier ministre, je condamne fermement cette agression au nom du gouvernement contre Maïmouna Ndour Faye, ainsi que toutes les autres formes de violence à l'égard des femmes. Les dispositions seront prises sur instruction de Monsieur le Président de la République pour que lumière soit faite. D'ores et déjà, les forces de défense et de sécurité, en tout cas toutes les administrations compétentes en matière d'enquête, ont été déployées pour que l'auteur ou les auteurs soient pris et remis à la justice. Sur ce, c'est un acte que le président de la République condamne. Pas plus tard ce matin, en l'accompagnant à l'aéroport, il a encore insisté pour que les dispositions soient prises. Et au niveau du gouvernement, nous suivons de très près que le Sénégal ne mérite pas ça. Et toujours sur cette affaire, la presse s'est mobilisée hier devant les locaux de la 7TV pour apporter son soutien à Maïmouna Ndour Faye, la journaliste agressée à coups de couteau. La coordination des associations de presse exige des sanctions exemplaires contre l'auteur. Suivant les détails avec Momodou Dia. La tristesse se lit sur les visages des journalistes mobilisés devant les locaux du groupe. Un état de choc incroyable, parce qu'on pensait à tout sauf à cette agression barbare et lâche. Tristesse et émoi. Les professionnels de l'information brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire « La liberté de presse poignardée, mais la presse restera debout » ou « Agression de Maïmouna Ndour Faye ». Le monstre prend un autre visage. Entre autres, certains confrères refutent la thèse de l'agression. Parce que ça, ce n'est pas une agression, c'est une tentative de meurtre et je pense que c'est répréhensible. C'est un problème de la liberté d'expression qui fonde la démocratie elle-même qui est menacée et que tous les Sénégalais, comme un seul homme, devraient se lever pour que plus jamais ça, qu'on dise tous plus jamais ça, mais que toutes les diligences aussi soient menées pour que les lâches qui ont perpétré cette tentative d'assassinat contre Maïmouna puissent répondre de leur acte. C'est un acte innommable qu'il faut condamner avec force et rigueur. Voilà, parce qu'en fait, attenter à la vie d'une journaliste au Sénégal au XXIe siècle, moi je pense que c'est une alerte pour toute la presse sénégalaise. Aucun qualificatif n'est de trop. Une tentative d'assassinat contre le journaliste Maïmouna Ndour Faye, une exaction à l'endroit d'une journaliste loin d'être une première. La coordination des associations de presse exige une diligence de l'enquête et une sanction exemplaire pour dissuader de tels forfaits. Comme l'a dit un professeur, en fait, ce sont des coups qui ont été portés à une personne, mais reçus par tout un peuple. C'est pourquoi nous avons espoir que les enquêteurs, que les forces de défense et de sécurité, avec l'aide des caméras de surveillance qui se trouvent maintenant dans presque tous les quartiers, vont très rapidement élucider cette affaire. Et nous interpellons directement même le président de la République, le ministre de l'Intérieur, parce que cette affaire doit servir de déclic en fait, c'est ça le mot. Soit servir de déclic parce que depuis un bout de temps, nous sommes souvent attaqués, brutalisés. C'est pourquoi cette enquête-là doit être, la lumière doit être faite pour cette enquête-là, afin que les professionnels des médias puissent faire convenablement leur travail sans crainte. Sur l'état de santé de Maïmouna Ndour Faye, ses collaborateurs rassurent. Oui, elle se porte bien. Et donc les médecins nous ont rassurés par rapport à ça. Son état est devenu stable. Et donc ça, nous remercions déjà les médecins qui ont tenu à lui apporter les premiers soins et à faire le nécessaire pour qu'elle nous revienne vite. La presse nationale se masse devant les locaux de 7TV pour dénoncer cet acte odieux. Une mobilisation sous la houlette de la coordination des associations de presse. Et puis 11 mesures pour soutenir les femmes ont été retenues lors du Conseil interministériel dont nous vous parlions tantôt et présidé par le Premier ministre Amadou Ba, un colloque dédié à l'évaluation et à la définition des priorités des politiques de promotion et de soutien aux femmes. Amadou Ba énumère ainsi quelques-unes des mesures suivant ces précisions. La première recommandation, elle est adressée au ministre de la Femme qui veillera à institutionnaliser la tenue annuelle d'un conseil interministériel sur genre et développement pour partager le rapport annuel sur l'autonomisation de la femme, la revue de la politique d'égalité hommes-femmes, la réponse aux violences faites aux femmes et aux enfants. La deuxième recommandation, le ministre de la Femme toujours prendra les dispositions utiles en relation avec le secrétaire général du gouvernement pour soumettre à validation le projet de décret portant création du Conseil national des femmes du Sénégal.
Troisième mesure, toujours, elle s'adresse au ministre de la Femme qui, en relation avec le ministre des Finances, prendra les dispositions nécessaires pour la réalisation au niveau de chaque département d'une maison de la femme en vue de soutenir les initiatives de développement socio-économique des femmes. Quatrième mesure, le ministre de la Femme, en relation avec le ministre de la Justice et le ministre secrétaire général du gouvernement, mettra en place un comité technique chargé de proposer au gouvernement la révision de certaines dispositions du Code de la famille. Cinquièmement, le ministre de la Femme prendra les mesures nécessaires pour procéder à la distribution de la carte Jabot à 2 millions de femmes en 2024. Huitième mesure, le ministre des Finances soumettra à validation une proposition de dotation spéciale de la ligne nanocrédit de la DER d'une enveloppe de... Vous avez mis 50 milliards, c'est très ambitieux. Donc c'est 150 milliards sur 3 ans, c'est 50 milliards par an. Mais ça, vous le demandez aux candidats peut-être. Mais vous méritez plus que ça. Vous méritez plus que ça. Et puis, ce premier conseil interministériel sur la condition des femmes a été l'occasion pour le ministère de la Femme de parler des mécanismes de financement pour l'autonomisation des femmes. Les débats ont également porté sur les réformes du Code de la famille. Suivons les détails dans ce compte rendu signé à Satokana. Le premier conseil interministériel sur la condition des femmes s'est tenu afin d'évaluer les réalisations, les contraintes et les enjeux du ministère de la Femme depuis 2012. Nous avons vu, dans le cadre de ces réalisations-là, les acquis pour les femmes de 2012 à maintenant. Et nous avons cité en premier lieu le cadre juridique ou les aménagements du cadre juridique en faveur des femmes. Beaucoup de lois, décrets, directives et circulaires ont été pris pour améliorer le cadre juridique, pour permettre à la femme de s'épanouir et de pouvoir participer activement à la vie économique et sociale du pays. Pour l'autonomisation des femmes, des mécanismes de financement ont été élaborés. Nous avons également noté dans le cadre de cette présentation de tout à l'heure la mise en place de la DER, qui est la Délégation générale d'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. 82% de ces financements sont alloués aux femmes. Donc c'est un instrument, c'est un outil qu'on peut dédier à la femme. Mais surtout, les fonds dédiés qui se trouvent au niveau du ministère de la Femme, on passe de 200 millions à plus de 6 milliards pour montrer quels sont les efforts consentis pour améliorer ces fonds en vue de prendre en charge les besoins des femmes. Cependant, plusieurs défis persistent, notamment des réformes du Code de la famille. Nous proposons de passer d'une puissance paternelle à une autorité parentale. Même si l'autorité parentale ne peut pas être peut-être partagée, mais qu'on permette à la femme, en tout cas, vivant avec ses enfants, de pouvoir exercer cette puissance-là. Donc nous demandons juste l'autorisation parentale à la personne qui est en charge des enfants, de façon très simple, pour que ça ne crée pas de polémiques sur certaines notions. La recherche de paternité. Nous l'avons souligné pour dire il est interdit à une femme de rechercher la paternité de son enfant dans le code. C'est ça le code. Nous proposons de lever cette interdiction et de laisser la possibilité de rechercher. Des recommandations ont été formulées, notamment en ce qui concerne l'accès des femmes aux terres. Chaque année, en préparation du 8 mars, un conseil interministériel se tiendra le premier jour ouvrable du mois de mars. Poursuivons avec les revendications. Celles-ci concernent les travailleurs municipaux de Rufisque. Après leur marche avortée hier, ils se sont adressés à la presse. Ils ont dénoncé les promesses non tenues par les autorités étatiques, notamment celles qui concernent les augmentations de salaire. Ils promettent ainsi de durcir le ton si toutefois rien n'est fait dans le sens de la satisfaction de leurs revendications. Suivant Djibril Ouar, il est agent de la ville de Dakar et il s'exprime au nom de l'intersyndicale. Il y en a marre dans l'attente. Ça fait 20 ans que nous attendons. La loi 08-2011 du 30 mars, ça existe depuis combien d'années? 22 ans maintenant, 23 ans. Encore que le président vient
en mai 2022, augmenter les salaires, comme l'a dit Djadji. Même ceux qui n'ont rien demandé ont reçu gain de cause. Ils ont été augmentés. Les agents municipaux, avec l'article 29 de le statut de l'agent municipal. On est des fonctionnaires, on devait bénéficier de ça d'office. Ce sont les maires qui doivent nous payer. Mais l'État doit les accompagner. On nous fait entrer dans des cartons bleus, verts, rouges. On a recensé tous les agents. Mais là, on en a assez. On a changé de ministre. C'est le 15e ministre de collectivité avec Fada. Il a reçu l'intersyndicale, il les a promis des choses, ils ont laissé la grève. Aujourd'hui, on avait dit non et aujourd'hui, on en est encore là. L'intersyndicale a été reçu par le Premier ministre Amadou Ba qui a dit dans les 10 jours, je vais faire sortir les actes. Ça fait depuis le 10 novembre. On est aujourd'hui au mois de le 1er mars. De qui se moque-t-on? Les agents municipaux devaient être les premiers à être augmentés dans ce pays. Et toujours, ils sont les derniers. Mais cette fois-ci, l'intersyndicale, la présidence, la primature, le ministère, les agents sont debout et ils vont prendre leur destin en main désormais. On n'attendra plus personne. Et nous restons à Rufisque pour parler de l'affaire de la construction d'une station-service à Linding. Une affaire qui a entraîné l'arrestation des maraîchers de la localité. Le maire de la commune de Rufisque-Est apporte des précisions sur la délivrance de l'autorisation de construire. Eliman Sarro-Semben explique que l'entreprise en question dispose de tous les documents nécessaires et rappelle qu'aucun décret ne fait de Linding une zone non édificandie, suivant ses précisions. Et à la tête de ça est une entreprise qui a également le titre de propriété, qui dispose du titre de propriété, qui a fourni toute la documentation nécessaire pour aller demander à être autorisé. Ce que nous n'avons pas manqué de voir de près, nous sommes tombés d'accord que le dossier était un dossier béton, qu'il fallait prendre en considération l'ensemble des avis qui avaient été émis en amont, qui sont tous des avis favorables des services compétents, et qu'il nous restait à notre niveau d'émettre le nôtre et de procéder à la signature. Ce que moi-même j'ai fait, j'ai signé ce document-là d'autorisation de construction. L'argument que brandissent la plupart de ceux-là qui s'opposent au projet, ils disent que la zone de Linding est une zone non édificandie. Sur la base de quoi? Sur la base d'une lettre circulaire qui donnait instruction au ministère de l'Intérieur de préparer un projet de décret pour faire de la zone une zone non édificandie. Mais jusqu'à ce jour-là où nous parlons, ce décret-là, encore une fois, n'est pas signé. Au même moment, le Sénégal est officiellement devenu membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz lors de la réunion ministérielle tenue à Alger. Le GECF compte désormais 20 pays, dont 12 pays membres et 8 pays membres observateurs. L'adhésion du Sénégal en tant que membre observateur, selon un communiqué du ministère du Pétrole et des Énergies, sera, je cite, un catalyseur pour l'utilisation judicieuse de notre gaz naturel dans la réalisation de nos objectifs de développement, notamment à travers la stratégie Gas to Power, une stratégie qui vise à utiliser le gaz pour la production d'électricité qui contribuera à l'accès universel à l'électricité d'ici 2026 et à la réduction des prix, des coûts de production, favorisant ainsi l'industrialisation de notre pays. Fin de citation. Et puis des opérations menées dans les marchés hebdomadaires par le ministère de l'Élevage et des Productions animales ont conduit à la saisie de 2 tonnes de médicaments. La valeur de cette saisie est estimée à 10 millions de francs CFA. Et lors de son incinération, les techniciens du ministère ont sensibilisé les éleveurs au danger de l'utilisation des médicaments vétérinaires du marché parallèle. N'est-ce pas, Babacar Seck? Dans le cadre de la campagne d'assainissement du marché du médicament vétérinaire, le ministère de l'Élevage et des Productions animales a procédé à la destruction de près de 2 tonnes de médicaments saisis pour la plupart au niveau des marchés hebdomadaires.
Ces saisies ont été faites dans le marché parallèle parce que, comme vous le savez, le médicament vétérinaire il est régi par une réglementation communautaire et de ce fait, l'UEMOA appuie les États pour lutter contre le marché parallèle du médicament vétérinaire. Et puis là, cette année, chaque année, on même fait des missions dans les marchés hebdomadaires où on procède à la saisie de tout produit qui n'est pas homologué, qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché ou qui est détenu par un non-ayant droit. L'usage des médicaments vétérinaires issus du marché parallèle peut avoir des conséquences néfastes aussi bien sur la santé des animaux que celle des personnes. Parce que l'utilisation de ces produits peut entraîner la résistance aux antimicrobiens. Comme vous le savez, c'est un phénomène qui est là. Les gens qui s'approvisionnent au niveau de ces marchés, ils ne maîtrisent pas le médicament et ils l'utilisent à des fins inappropriées. Ils ne le connaissent pas. Donc la conséquence est que l'organisme de ces animaux, les micro-organismes vont jusqu'à être résistants à ces différents produits. Du coup, face à des pathologies, si on utilise même la bonne molécule, la conséquence est que ces molécules ne parviennent pas à traiter les maladies. Les opérations d'assainissement du marché du médicament vont se poursuivre dans tout le pays. Les autorités appellent les éleveurs à consulter les vétérinaires pour une meilleure prise en charge de la santé animale. Et puis hier, c'était la journée mondiale des récupérateurs. Ceux de Mbobos l'ont célébré à leur manière. Ils ont déploré la lenteur du projet de modernisation de la décharge de Mbobos. Suivant les précisions de Harouna Niass, il est le président des récupérateurs et il s'exprime au micro de Bouddha, au micro de Ndjadja. Cette journée nous renvoie à une tragédie concernant des récupérateurs qui ont été lâchement tués en Colombie. C'était en 2008 et depuis lors, nous nous sommes dit qu'il est maintenant temps de vraiment se positionner et pouvoir défendre nos droits. Nos conditions de travail, elles sont extrêmement très difficiles même surtout avec le projet Promojet qui vient en cours depuis 2021, qui a été lancé par le président de la République. On avait eu vraiment l'espoir que ce projet va nous prendre en charge. Mais depuis le projet est lancé, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les récupérateurs par rapport à ce projet. Dans toute cette décharge, quand vous parlez aux récupérateurs du projet Promojet, ils ne connaissent pas beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai qu'il y a des avancées qui ont été faites avec le projet Promojet parce qu'on avait mis en place un comité d'initiative par exemple où on va discuter des problèmes de la décharge. Le projet aussi, ça manque d'inclusivité au sein des récupérateurs. Nous savons que la finalité du Promojet, ça sera une coopérative, mais une coopérative gérée par la SONAGEP. Et du coup, on a été très prudent, on a mis notre société de coopérative depuis 2021. Et c'est à l'État de pouvoir nous aider vraiment pour que notre coopérative puisse marcher. Et dans la rubrique article de la semaine, Elhadj Malick Cissé revient sur le chavirement d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis. On parle d'au moins 25 morts. Les recherches se poursuivent avec la Marine nationale. Et en politique, le président Macky Sall est catégorique. Dans son tweet, il déclare qu'il quittera ses fonctions le 2 avril prochain, date donc de la fin de son mandat. Une décision qui pourrait susciter plutôt la reprise du processus électoral. Pourquoi? On fait le point avec Elhadj Malick Cissé. Le Soleil met en exergue le chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis et note que le bilan macabre s'alourdit. Les recherches ont permis pour l'instant de retrouver 27 corps et 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région, précise le quotidien national. L'hécatombe se précise avec un bilan de 26 morts, note Libération. Les quotidiens s'intéressent également à une éventuelle reprise du processus électoral au cas où le président de l'Assemblée nationale succéderait à Macky Sall à partir du 2 avril. Le chef de l'État sénégalais a réaffirmé avant-hier, jeudi, sa décision de quitter ses fonctions le 2 avril, correspondant à la fin officielle de son mandat, assurant que la date de son départ reste absolument ferme. Selon Walf Quotidien, l'annonce de départ du pouvoir de Macky Sall le 2 avril prochain, sans l'organisation de la présidentielle,
crée un désordre institutionnel. Il s'agit entre autres du choix de celui qui doit assurer son intérim. Alors que Macky Sall persiste qu'il va partir, le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, dessine les scénarios de l'après-2 avril, indique Vox Populi. Selon lui, si le président de l'Assemblée nationale assure la transition, il n'y a plus de droits acquis, plus de 19 candidats, donc tout le processus électoral va reprendre. Dr Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, 5e président de la République, s'interroge le quotidien critique qui souligne que l'exception sénégalaise est totalement en lambeaux à cause de cet imbroglio politique autour de la présidentielle. Pendant ce temps, l'info annonce que le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, FC25, les forces vives du Sénégal, F24, Aar Sunu Élection et le Front pour la défense de la démocratie ont mis en place un cadre de lutte dénommé FIPU pour engager ensemble l'assaut final contre le régime du président Macky Sall. Selon Sud Quotidien, Macky Sall impose son dialogue en suggérant une date avant l'hivernage et en annonçant une loi d'amnistie. Macky Sall prend date avant l'hivernage pour la présidentielle, convoquant le Ramadan, le Dakar et la loi organique sur les délais de la campagne. Et il avait révélé que le projet de loi d'amnistie sera adopté en Conseil des ministres pour être soumis à l'Assemblée nationale à propos des événements de mars 2021, juin 2023 et février 2024. Macky Sall veut tout effacer, dit Le Quotidien. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.